Bien le bonjour. Une petite vidéo qui n'était pas prévue au départ, mais qui fait suite à mon visionnage du documentaire La Révélation des Pyramides. Oui, je sais. Concernant le documentaire, je ne vais pas m'attarder dessus plus que nécessaire. D'autres personnes beaucoup plus compétentes que moi sur le sujet en ont déjà parlé. Si vous souhaitez vous faire une idée plus précise des débats que celui-ci a suscité, je vous conseille de regarder l'interview de Jacques Grémaud, l'informateur du documentaire, effectuée par l'équipe de la Tronchambier. Je trouve ça suffisamment édifiant. Non, si je vous dis ceci, c'est parce qu'il y a un court passage du documentaire qui m'a particulièrement interpellé, et je n'ai pas vu d'analyse critique de celui-ci jusqu'à présent. Le passage en question est celui-ci. Sur le continent africain, il franchit les terres des énigmatiques Dogons du Mali, qui connaissaient les étoiles Sirius B et Sirius C avant les astronomes. Ah bah j'avais dit que ce serait court. Pourquoi ce passage-ci précisément? Parce que, autant je ne suis pas spécialiste en archéologie, autant les étoiles c'est quand même légèrement mon rayon. Et en cette qualité, je connais très bien l'étoile Sirius et son compagnon, Sirius B. Mais alors, Sirius C, alors là, c'est inconnu au bataillon. Du coup, j'ai fait ma petite enquête. Mais ça peut intéresser du monde, c'est pour ça que je vous la partage. Alors, pour situer la chose, Sirius, c'est juste l'étoile la plus brillante du ciel. La voici. N'est-elle pas magnifique? Quoi? Vous attendiez à ce que je vous mette une image de ce style? Alors oui mais non, mais ça c'est juste un dessin réalisé par un artiste. En fait, il n'est pas possible à l'heure actuelle de résoudre une étoile avec un seul télescope, c'est-à-dire de connaître les détails de sa surface. Du coup, je préfère vous montrer ce genre d'image qui a l'avantage de l'authenticité. Bref, étant donné la proximité de cette étoile et sa forte brillance, elle est très souvent observée, ce qui en fait un des objets les plus connus de notre environnement local. Alors c'est ok pour Sirius, mais que veulent dire ces dénominations bizarres que sont Sirius B et Sirius C? Eh bien, il s'agit juste d'une nomenclature, c'est-à-dire une façon de nommer certains objets célestes. Pour faire court, lorsque l'on découvre une étoile, il n'est pas rare de s'apercevoir par la suite, lorsque les observations gagnent en précision, qu'il s'agit en fait d'une étoile double. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un seul objet, mais d'un système de deux étoiles qui gravitent l'une autour de l'autre. On nomme alors l'étoile principale l'étoile A, et l'étoile secondaire l'étoile B, comme pour le cas de Sirius, qui est en fait une étoile double. On a donc Sirius A et Sirius B, et si une troisième étoile existe et est découverte, on la nommera logiquement Sirius C. Jusque-là, ça va. Par contre, pour savoir si l'information faite dans le documentaire dont on parle est conforme aux connaissances actuelles, eh bien il va falloir creuser un peu plus. Premièrement, qui sont les Dogons du Mali, et qu'est-ce qui nous ferait penser qu'ils avaient découvert les étoiles Sirius B et Sirius C avant les astronomes? Alors, les Dogons du Mali sont un peuple du Mali, réputé notamment pour leurs sculptures. Ce sont des recherches anthropologiques qui, durant la deuxième partie du XXe siècle, vont pointer du doigt l'importance de l'étoile Sirius dans les rituels religieux de ce peuple. Plus précisément, ceci vient d'un article publié en 1950 par les anthropologues Marcel Griol et Germaine Dieterlen. La date est importante, vous comprendrez après pourquoi. Dans cet article, il est dit clairement que les Dogons connaissent l'existence de Sirius B et ses caractéristiques, ainsi qu'une troisième étoile orbitant autour de Sirius, qui serait donc Sirius C. Ces recherches vont être par la suite développées dans un livre, Le Renard Pâle, publié en 1965, c'est-à-dire de façon posthume en ce qui concerne Marcel Griol. Sauf que, ces résultats ont été par la suite contestés. En premier lieu par des personnes critiquant les raccourcis et les conclusions trop directes de Marcel Griol dans son article, puis par d'autres recherches indépendantes effectuées auprès des mêmes Dogons, qui ne permirent pas de confirmer leur connaissance sur Sirius, ni même l'importance particulière de cette étoile pour ce peuple. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur ce sujet car je ne suis pas anthropologue. Si vous voulez développer ceci plus en détail, je vous mets quelques liens dans la description. Maintenant, on va attaquer la partie astronomie pour savoir ce qu'il en est de cette fameuse Sirius C. Comme évoqué précédemment, Sirius est l'étoile la plus brillante du ciel, et donc observée par les astronomes depuis longtemps. C'est en 1844 que des variations dans le mouvement de Sirius dans le ciel au cours du temps sont mises en évidence par le scientifique Friedrich Bessel. Ces variations périodiques ont été détectées suite à des observations précises effectuées par les astronomes sur plus d'un siècle. Bessel formule alors l'hypothèse de l'existence d'un objet orbitant autour de Sirius pouvant expliquer ce mouvement, ce dernier ayant une luminosité trop faible pour être observé. Cet objet fut finalement découvert en 1862 par Alvan Clark Jr. Il s'agit bien évidemment de la fameuse étoile Sirius B. Après cette première découverte, le système de Sirius fut intensément observé. En effet, la présence d'une étoile compagnon de Sirius se doublait de l'étrangeté de cette dernière. Il faut dire que Sirius B était un vrai mystère pour les gens de l'époque. Un objet à la fois massif, à peu près autant que le Soleil, et peu lumineux. Ce rayon a pu aussi être déterminé assez rapidement, ce qui permit de montrer que Sirius B avait une masse comparable à celle du Soleil, mais un rayon particulièrement petit, proche de celui de la Terre, ce qui voulait dire en conséquence que c'était un objet particulièrement dense et compact. Ceci était une curiosité pour l'époque, et une source d'interrogation. En effet, on ne savait pas que Sirius B était ce que l'on appelle maintenant une naine blanche, ce qui correspond à un cadavre d'étoile. Il a fallu attendre le début du XXe siècle et la lente construction des théories expliquant l'évolution stellaire, dont les principaux contributeurs vont être Sir Arthur Eddington et Subrahmanyan Chandrasekhar, entre autres,
et leur premier succès pour effectivement comprendre la nature de Sirius B. Ça peut expliquer pourquoi le système a suscité tant de fascination à l'époque. Bref, fermons la parenthèse et revenons au sujet de Sirius C. Attention, dans la suite de la vidéo, je vais citer de nombreuses références scientifiques, mais certaines d'entre elles étant assez anciennes, je n'ai pas pu retrouver les articles originaux en PDF sur le net. Je ne peux donc pas les mettre en description. Je me suis donc rabattu sur des revues de la littérature qui sont, elles, plus facilement accessibles. Vous pourrez donc trouver ces dernières en description. Voilà, revenons à nos moutons. Les premières hypothèses concernant une possible existence de Sirius C apparaissent dès 1894. En analysant le mouvement de Sirius B en fonction du temps, deux astronomes, Thackeray et Howard, arrivent tous les deux à la conclusion qu'un autre objet pourrait orbiter autour de cette dernière, suite à l'observation de perturbations régulières dans l'orbite de cette étoile. Mais ceci ne sera malheureusement pas confirmé par les observations suivantes. Cette hypothèse réapparaît au début du XXe siècle, dès la fin des années 10. Les prédictions d'orbite se font de la même manière à partir du mouvement de Sirius B. Les résultats ne sont pas compatibles par rapport aux premières prédictions effectuées dès la fin du XIXe siècle, mais l'idée semble être définitivement lancée. Il y a bien un comportement étrange de Sirius B qui pourrait être expliqué par la présence d'une troisième étoile. Et ça tombe bien, car au même moment, des astronomes travaillant pour la plupart à l'observatoire de Johannesburg en Afrique du Sud annoncent avoir observé un objet gravitant autour de Sirius B. Serait-ce effectivement l'étoile tant attendue? Eh bien, oui mais non. Car cette découverte s'est heurtée à quelques problèmes. Premièrement, le comportement de l'objet découvert ne correspondait pas aux prédictions théoriques précédemment évoquées. Deuxièmement, les observateurs ayant observé l'objet étaient eux-mêmes très prudents sur leurs affirmations quant à la découverte de cet objet. Troisièmement, d'autres astronomes disposant de télescopes également très puissants pour l'époque n'observaient rien du tout durant cette période. Et surtout, quatrièmement, cet objet ne fut plus jamais observé après la fin des années 20. C'est quand même le plus gênant. Je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt. En effet, on peut voir que assez tôt, il y a eu une certaine effervescence dans la communauté scientifique par rapport à ces étoiles Sirius B et Sirius C. Et je pense que vous voyez ce que j'ai voulu dire en disant que la date à laquelle paraît l'article de Marcel Griol sur l'importance de l'étoile Sirius dans la cosmogonie d'Ogon est importante. Cet article paraît en 1950. Or, on a vu que Sirius B fut prédite et découverte dès le milieu du 19e siècle, et que les premières rumeurs sur Sirius C apparaissent dès la fin du 19e. Ce qui nous amène à un phénomène bien connu en sciences sociales, l'appropriation culturelle. Est-il vraiment juste de dire que les Dogons ont appris avant les astronomes l'existence de Sirius B et C? Après tout, ils ont pu l'apprendre des Européens et l'intégrer à leur culture durant ce laps de temps. La colonisation, ça vous dit quelque chose? Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est une hypothèse à envisager. Voilà, fermons la parenthèse et revenons à nos moutons. Après les premières observations de Sirius C largement contestées, les prédictions théoriques quant à l'existence de cet objet se poursuivirent. Selon les études, parfois l'objet orbitait autour de Sirius A, d'autres fois autour de Sirius B, ce qui menait à des résultats parfois contradictoires. Évidemment, une telle situation ne pouvait s'éterniser. Avec le temps, les observations de Sirius se font de manière plus systématique, et surtout de longs suivis avec le même instrument deviennent possibles, ce qui minimise la possibilité de biais systématiques imputés aux différents télescopes utilisés. En 1973, Arving Lindblad publie une étude compilant les données obtenues sur le système de Sirius durant un peu plus de 6 ans, et sa conclusion est qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque perturbation que l'on pourrait attribuer à une troisième étoile. En 1978, George Gatewood et sa femme Caroline analysent plus de 60 ans de données obtenues sur Sirius, avec différents instruments, et là aussi cela ne révèle rien. Après ceci, les travaux sur Sirius C deviennent plus rares. Cette hypothèse semble être moins prise au sérieux, jusqu'en 1995 où une nouvelle étude vient changer la donne. Durant cette année, les Français Daniel Benet et Jean-Luc Duvent, alors je vous vois venir, non je ne ferai pas de blague nulle sur leur patronyme, publient un article proposant une nouvelle méthode de traitement du signal, qui permet de mettre en lumière un mouvement périodique dans le système de Sirius, pouvant correspondre à une étoile orbitant autour de Sirius A avec une période de 6 ans. Ce résultat est pris au sérieux, mais les premières études essayant de mettre en évidence visuellement cette étoile sont des échecs. En 2008, les chercheurs Jean-Marc Bonnet-Bidot et Éric Pantin publient également une étude ne permettant pas de mettre la main sur Sirius C. Ce qui est particulièrement intéressant dans cet article, c'est qu'ils donnent les limites de détection des instruments qu'ils utilisent. Et ils en déduisent la masse limite qu'un objet non détectable par ces instruments pourrait avoir, ce qu'on désigne communément comme la limite de détection des engins qu'on utilise. En ce qui concerne le système de Sirius, la masse maximum qu'un objet orbitant autour de Sirius A puisse avoir, sans être détecté par les instruments utilisés dans cette étude, est de 30 fois la masse de Jupiter, soit à peu près 0,03 fois la masse du Soleil. Pour Sirius B, cette masse limite a été estimée à 20 fois la masse de Jupiter. Alors, histoire de bien situer ce que cela veut dire, on va faire un peu de physique stellaire. Pour qu'une étoile soit considérée comme telle, la définition utilisée la plupart du temps par les astrophysiciens est le fait qu'il faut que ce soit un objet qui subit des réactions nucléaires de fusion d'atomes en continu. Et j'insiste sur le dernier point. La question qu'on peut se poser est alors, quelle masse un objet doit-il avoir pour que l'on soit à peu près sûr qu'il subit ce phénomène?
eh bien cette masse limite a été évaluée à environ 0,08 fois la masse du Soleil. Je tiens à préciser que cette valeur a été obtenue grâce à des modélisations, étant donné qu'on ne peut pas aller regarder dans le cœur de ce type d'étoile pour voir comment se comportent les réactions nucléaires. On a donc une limite approximative, mais elle est globalement acceptée. En dessous de ce seuil, on trouve des objets qui peuvent subir également des réactions nucléaires, mais par intermittence. Ce sont des étoiles qui n'ont pas pu se former complètement et qui sont appelées des naines brunes. Quant à la limite entre détection d'une naine brune et d'une planète, elle est encore plus floue. Mais globalement, les gens s'accordent pour dire qu'en dessous de 0,013 fois la masse du Soleil, soit environ 13 fois la masse de Jupiter, aucun objet ne peut subir de réaction nucléaire. On a alors affaire à une planète. Donc en ce qui concerne Sirius C, l'étude de Bonnet-Bidot et Pantin en 2008 ne permet pas de mettre un coup d'arrêt à l'affaire, mais réduit grandement les possibilités. Jean-Marc Bonnet-Bidot le reconnaîtra d'ailleurs. Lui qui était plutôt partisan de la thèse Sirius C est forcé de reconnaître, et je cite, que la probabilité de l'existence d'un système triple est maintenant faible. Au final, ce sont les dernières études publiées dans les années 2010 qui finiront d'achever le mythe. En effet, la précision des mesures effectuées actuellement est suffisamment importante pour détecter des planètes dans notre environnement stellaire. Ceci a été tenté dans les dernières études sur Sirius et a échoué. Mais ça a également permis de battre en brèche l'existence d'une troisième étoile dans le système de Sirius. Pour vous donner une idée, la dernière étude portant sur Sirius, qui date de 2015, annonce dans sa conclusion que la précision atteinte est suffisante pour détecter une planète ayant une masse supérieure à 11 fois la masse de Jupiter à une distance de Sirius A équivalent à 0,5 fois la distance Terre-Soleil. Pour les objets situés à 1 à 2 fois la distance Terre-Soleil, la limite de détection se situe à 7 fois la masse de Jupiter, et elle descend à des objets ayant une masse équivalente à 2 fois la masse de Jupiter, à une distance correspondant à 10 fois la distance Terre-Soleil. Autant dire que, en ce qui concerne l'existence de Sirius C, c'est totalement exclu. Alors tout ceci nous permet de remettre en perspective ce qui est dit dans le passage que j'ai cité du documentaire La Révélation des Pyramides. Pour l'importance de l'étoile Sirius pour le peuple dogon, on a vu qu'on peut en douter, car il y a pas mal de contestations de la part des spécialistes. Mais aussi, même si c'était le cas, la découverte de Sirius B et les rumeurs concernant Sirius C sont arrivées bien avant que Marcel Griol rapporte la connaissance des dogons à ce propos. Comment savoir s'ils l'ont su avant? Et enfin, le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est que Sirius C n'existe même pas. Ils sont quand même forts les mecs, ils ont réussi à découvrir avant les astronomes une étoile qui n'existe pas. Pour moi, le seul mystère qu'il y a, c'est pourquoi les scientifiques n'ont pas pu mettre en place des méthodes plus tôt pour essayer de trancher cette question, parce que, à mon avis, il y avait moyen. Mais bon, il est beaucoup plus difficile d'invalider la présence de quelque chose que de le confirmer, donc peut-être qu'il ne faut pas chercher trop loin. Voilà, cette vidéo est terminée, ça a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne soirée, je vous retrouve pour une vidéo beaucoup plus classique la prochaine fois. Allez, salut! Complexe, mon pauvre cortex silencieux, schizophrène. C'est totalement exclu.